Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur le rôle de la PCI dans les projets de construction, de rénovation, d'entretien et d'aménagement dans les établissements de soins de longue durée. Je m'appelle Boys Marufov. Je suis chef d'équipe des bureaux régionaux de PCI du Centre-Ouest à SPO. J'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer la présentation, voici quelques points d'ordre administratif. Zoom vous permet de personnaliser votre vue. Vous le trouverez dans le coin droit de l'écran. Pour poser des questions pendant le webinaire, veuillez utiliser la fenêtre de questions. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation. La fenêtre de clavardage a été désactivée pour limiter la distraction. Nous ouvrirons le clavardage pour répondre à certaines des questions. En cas de problème technique pendant la séance, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@commercial.oahpp.ca. Cette séance vise à présenter le point de vue de la PCI sur la construction, la rénovation et l'entretien dans les établissements de soins de longue durée. On ne couvrira pas l'accès au financement, la structure et les tâches administratives liées à ce domaine. On vous fournira des liens pour accéder à ces ressources, mais on ne pourra pas répondre aux questions en dehors de la PCI. Voici les conférenciers d'aujourd'hui. Donna Perron et Darius Pajak. Donna Perron est spécialiste en PCI à Santé publique Ontario. Avant de tenir ce rôle, Donna était infirmière en PCI à Santé publique Ottawa avec l'équipe de gestion des éclosions et l'équipe de PCI. Donna a aussi travaillé comme infirmière en contrôle des infections à l'hôpital Queensway Carleton, où elle a offert une formation en PCI à tous les travailleurs de la construction participant à un important projet d'expansion des immobilisations et évaluer les exigences en matière de PCI conformément aux normes canadiennes de sécurité. Darius Pajak est aussi spécialiste en PCI à SPO. Auparavant, il a travaillé 15 ans dans des établissements de soins actifs et de soins de longue durée dans le domaine de la PCI et de la santé publique locale. Darius était, entre autres, responsable de la construction. Il a collaboré étroitement avec des intervenants internes et des entrepreneurs pour assurer la sécurité des patients à toutes les étapes du projet. Il possède des titres de compétences en épidémiologie du contrôle des infections et en santé publique. Il a siégé au Comité consultatif provincial sur les maladies infectieuses, le CCPMI. Bienvenue, Donna et Darius. Merci, Boys. La séance d'aujourd'hui vise à présenter la façon dont la PCI est impliquée dans les projets de CREA dans les foyers de soins de longue durée. On veut aussi faire connaître les ressources sur les pratiques exemplaires offertes par Santé publique Ontario. Comme pour tout sujet, il y a beaucoup à savoir. Alors, on ne s'attend pas à ce que vous deveniez expert dans le domaine, mais vous aurez certainement une meilleure idée de ce que cela implique et de la façon de commencer. En quoi consistent les activités de CREA? La construction, la rénovation, l'entretien et la conception ont une portée large, mais englobent généralement 3 étapes: planification, travaux et mise en service. La CREA ne se limite pas à de grands projets comme la construction d'une nouvelle installation ou l'ajout d'une aile à un bâtiment, y compris des choses plutôt banales, comme reconfigurer ou peindre une pièce ou installer un appareil de climatisation portatif. Tous les projets peuvent présenter un risque et des travaux simples peuvent rapidement devenir plus complexes. Elle comprend tous les niveaux de travail,
Bien que l'étape active des travaux puisse présenter le risque immédiat le plus considérable en raison des activités de démolition et de construction, toutes les étapes peuvent avoir des conséquences désastreuses et causer des infections. Diapositive suivante. Quel est le lien entre les activités de CREA et la PCI? La CREA en milieu de soins de longue durée peut poser un risque important d'infection. Il y a des agents infectieux, comme les champignons et les bactéries, ainsi qu'une population vulnérable, les personnes âgées, et les milieux à risque élevé. Les activités de construction comportent de nombreux risques. Les plus évidents sont les ouvriers qui effectuent les travaux, mais ceux dont on se préoccupe le plus sont les occupants en raison de leur déplacement potentiel, et ce, pour la durée de l'activité. Il faut prendre en compte de nombreux autres risques et planifier en conséquence. Ce peut être des flammes, par exemple, les travaux à chaud comme le soudage de la plomberie qui nécessitent de couper l'eau, ou le fait d'avoir contourné les systèmes de sécurité comme les gicleurs, le câblage rigide, le détecteur de fumée ainsi que les détecteurs de chaleur, ou des problèmes d'évacuation comme le fait de bloquer les couloirs avec des fournitures ou d'arrêter les ascenseurs. Mais le risque auquel on pense le moins est le risque d'infection pour les occupants. L'infection est une considération sérieuse pendant la CREA en raison de 3 facteurs, dont ceux mentionnés ci-dessus. Outre la construction, les éléments de conception, comme les fontaines d'eau, les cascades et les murs vivants, peuvent aussi poser un risque pour la santé. Diapositive suivante. Maintenant que nous connaissons les répercussions des activités de CREA sur la PCI, les prochaines diapositives approfondiront chacune des 3 étapes des activités de CREA afin de mettre en évidence le rôle de la PCI. La PCI a un rôle à jouer à toutes les étapes de CREA. Un représentant doit assister à toutes les réunions pour s'assurer que le projet final répond aux exigences des pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle des risques d'infection. L'atténuation du risque d'infection se poursuit après l'exécution sécuritaire des travaux. Elle englobe l'ensemble du processus et comprend l'aménagement final de l'espace et sa fonctionnalité. SPO propose de nombreuses ressources sur la CREA, notamment des présentations sur chaque étape, ainsi que des liens vers des ressources comme les documents d'orientation et les normes et la liste de contrôle de CREA qui figure sur la diapo. Cette liste de contrôle décrit le rôle du PPI ou professionnel en prévention des infections pendant les projets de CREA. On examinera brièvement chaque étape, mais il est essentiel de consulter cette ressource. Diapositive suivante. La première étape de CREA est la planification. Il s'agit non seulement de l'aménagement et du plan fonctionnel de l'espace, mais aussi de l'étape à laquelle les risques d'infection sont déterminés et les stratégies d'atténuation sont établies. Les normes de la CSA et d'autres normes s'appliquent généralement aux nouvelles constructions ou aux rénovations importantes. Cependant, tout en cherchant à répondre à ces exigences lors des travaux entrepris, il faut s'assurer que ces espaces pourront mieux répondre aux besoins actuels et futurs.
Il est aussi plus rentable de l'inclure dans le plan de travail. La CSA a des normes pour tout, y compris les exigences fonctionnelles de milieux particuliers comme les salles d'opération, la construction et les soins de santé, ainsi que les systèmes de CVC. Comme référence, une liste des ressources clés est incluse comme référence à la fin de la présentation. Diapositive suivante. Oh, désolé. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a aussi établi des exigences et même les établissements existants peuvent avoir à s'y conformer. Par exemple, la Directive 3 exige l'élimination des services à 3 et 4 lits par attrition, dont on parlera tantôt. Un autre rôle essentiel de la PCI ici consiste à effectuer une évaluation des risques que l'on examinera plus en détail sous peu. La CSA aborde cette question dans sa norme Z317.13-17 et des liens seront fournis à la fin de la présentation. Il faut aussi que les gens travaillant dans les établissements de soins de santé soient conscients de la façon dont ils peuvent contribuer au risque d'infection. C'est très important pendant la COVID-19. Les entrepreneurs ne connaissent pas tous le travail en soins de santé. C'est pourquoi il est si important d'orienter tous les nouveaux employés. Diapositive suivante. Pendant cette période critique du projet, il est important de rester vigilant, car les plans de l'entrepreneur peuvent changer en fonction de ce qu'il rencontre, d'où l'importance d'un engagement continu. Cela peut comprendre, sans s'y limiter, fournir une rétroaction immédiate au superviseur du chantier, signaler les lacunes et préoccupations en matière de PCI aux responsables du projet ou aux parties prenantes. Et il pourrait falloir fournir d'autres séances d'éducation. Les manquements importants peuvent exiger une suspension immédiate des activités en attendant l'apport de correctifs. Diapositive suivante. L'étape des travaux présente les risques d'exposition les plus critiques pour les occupants, car les activités de démolition et de construction qu'elles impliquent génèrent beaucoup de poussière et peuvent donner lieu à des eaux stagnantes. La démolition peut aussi révéler des moisissures existantes et d'autres risques cachés. Pendant l'étape des travaux, la PCI doit assurer, au moyen de vérification, la conformité avec les stratégies d'atténuation établies au cours de l'étape de planification. En fonction des résultats, il faudra peut-être ajuster l'approche du projet en conséquence. La surveillance des infections est essentielle pour un programme de PCI. Pendant les périodes d'activité de CREA, il faut élargir la surveillance pour inclure les agents infectieux plus souvent rencontrés pendant les activités de CREA qui ont été mentionnés à la diapositive 3. Il faut aussi surveiller les résultats indésirables, comme les infections pulmonaires et cutanées, qui peuvent être liées à des manquements. Et il faut tenir compte du fait que l'apparition de certaines infections est retardée, surtout les infections fongiques de la peau ou des poumons. Des indices, comme une présentation clinique ou un résultat de laboratoire, peuvent nécessiter un examen plus approfondi. Diapositive suivante. À l'étape de mise en service,
La PCI fait la vérification, la documentation et la formation systématique. Ceci s'applique à toutes les étapes de créa. Ce processus va de l'avant-projet jusqu'aux étapes de l'occupation et de l'utilisation des lieux. La mise en service garantit que chaque composante du projet répond aux exigences et que le système fonctionne. Le rendement du système peut changer au fil du temps. Ainsi, la mise en service doit être continue pour permettre les ajustements afin d'optimiser l'utilisation continue. Une large participation des parties prenantes à la créa apporte des avantages à toutes les étapes. Il faut avoir à la table des gens de l'entretien ménager ou des installations. Cela permettra de s'assurer que des choses comme les finis sont compatibles avec les nettoyants existants et que les projets proposés fonctionnent avec l'infrastructure existante. Diapositive suivante. Le système CVC d'une installation est un bon exemple de mise en service. Même s'il ne représente pas la toute dernière technologie, la mise en service permet de vérifier son fonctionnement optimal continu et de s'assurer que l'approche d'entretien préventif s'aligne sur les pratiques exemplaires. SPO a deux documents qui aident à assurer que les approches en CVC ou l'utilisation d'options de systèmes de refroidissement portatifs ou complémentaires sont effectuées en toute sécurité. Le document de gauche traite des systèmes CVC. Celui de droite traite des préoccupations et considérations relatives aux ventilateurs et aux autres systèmes complémentaires. Tenir compte de ces exigences permettra d'assurer le maintien du choix des systèmes proposés. Cela permet aussi de s'assurer que les personnes responsables de l'infrastructure physique sont au courant des travaux et qu'elles peuvent poser des questions, ce qui garantit un fonctionnement continu sans problème. Parfait. Merci beaucoup, Donna. Bonjour à tous. Maintenant que nous avons passé en revue les étapes de base de la CREA, ayant trait aux professionnels en prévention des infections, nous allons examiner l'évaluation du risque réel associé au projet en question et couvrir les concepts clés dans ce genre de cadre. Un rappel que l'évaluation du risque a lieu à l'étape de planification et nous permet de prendre une décision éclairée sur la façon de procéder avec les travaux proposés. Donc, ces risques. Pendant l'étape de planification, sont évidemment réévalués et nous les examinons aussi. Mais une fois que ces exigences ou attentes sont établies, vous voudrez transmettre cette information aux personnes qui effectuent le travail. À l'occasion, vous travaillez avec des entrepreneurs qui connaissent bien les milieux de soins, de santé et qui exécutent des travaux dans ces milieux. Ils ont peut-être déjà en place des plans pour gérer le risque, mais vous voulez aussi vous assurer de réévaluer leurs plans pour vous assurer qu'ils tiennent compte de toutes les différentes variables dans ce milieu. Diapositive suivante. Vous vous demandez peut-être encore comment on évalue le risque en PCI. Ça peut sembler intimidant, mais heureusement, on a mis au point un outil qui tient compte de deux facteurs clés. Et ce sont des facteurs qui vous permettent d'évaluer facilement le risque. Cet outil s'appelle Évaluation du risque d'infection, ou ERI. L'ERI commence par considérer la population à proximité des lieux du projet. Et la plupart de vos cas seraient des foyers de soins de longue durée. Ensuite, il examine la nature ou l'étendue de l'activité proposée.
C'est donc très variable. La deuxième partie repose sur une bonne compréhension de la portée de la séquence des travaux à effectuer. Ces renseignements sont obtenus lors des réunions de planification avec les entrepreneurs et sont fondés sur un compte-rendu détaillé des étapes réelles. C'est en discutant de ce qui est proposé avec les entrepreneurs que vous arriverez à cette évaluation. Une fois ces facteurs identifiés à l'aide d'une grille, l'outil ERI produit une liste de mesures préventives d'une de 4 catégories, ou une combinaison de celles-ci. La catégorie MP, ou mesures préventives, exige une liste complète des exigences. Celles-ci seront mises en œuvre à l'étape des travaux pour s'assurer que tous les risques sont atténués afin que les personnes occupant des espaces adjacents ne soient pas mises à risque. Diapositive suivante. Ce tableau montre les diverses populations ou milieux de soins de santé et s'intitule « Risques par groupe de population ». Le groupe de risque 1, par exemple, est à faible risque. Il comprend des secteurs comme les bureaux. Les groupes à plus haut risque, à droite, sont les groupes de risque 4. Ils comprennent les services de dialyse ou les unités de soins intensifs, entre autres. La liste des groupes à risque semble aussi un peu intimidante, mais elle est en fait assez simple, surtout pour les milieux de soins de longue durée. Comme le montre la troisième colonne, tous les travaux effectués dans les établissements de soins de longue durée sont classés dans le groupe de risque 3, ce qui permet très facilement d'aller de l'avant avec cette évaluation. Cela s'explique par le fait que la population gériatrique appartient aussi au groupe de risque 3. Comme les résidents peuvent être mobiles et se trouver à divers endroits dans le milieu de soins de longue durée, y compris les aires administratives, la salle de lavage, la salle à manger, l'option de soins de longue durée dans le groupe de risque 3 englobe tout et serait votre catégorie de référence. On peut voir d'après la liste que cela s'applique de façon générale. Ainsi, tous les milieux de soins de santé, des cliniques de soins ambulatoires, aux établissements de soins de longue durée et aux salles d'opération se reportent à ce tableau pour évaluer le risque ainsi que d'autres milieux connexes comme les maisons de retraite. Diapositive suivante. Pour ce qui est de l'outil de l'ERI, comme pour les groupes à risque, il y a un tableau pour stratifier l'activité réelle à partir du type d'activité en cause. Ce tableau présente 4 catégories, allant du type A, le risque le plus faible, au type D, le risque le plus élevé. Il y a des exemples. Une activité de type A est simple, comme une inspection. Une activité de type D ou de niveau élevé génère beaucoup de poussière, comme une activité majeure de démolition ou de construction. Il faut donc faire attention à la façon dont on classe les activités. Et bien sûr, vous ne pourriez pas classer les choses à moins de communiquer avec l'entrepreneur lors des réunions de planification pour bien comprendre les travaux à effectuer. Comme mentionné, il est essentiel d'impliquer la PCI à l'étape de la planification pour prendre en compte ces facteurs et les gérer de façon appropriée. Cependant, à mesure que les projets avancent, la portée et l'approche peuvent varier. En travaillant, on peut rencontrer divers obstacles ou changements, et il faut peut-être modifier certaines choses. Par conséquent, vous voulez vous assurer que les exigences que vous avez établies au début s'appliquent toujours. Si ce n'est pas le cas, cet outil ERI vous permettra de réévaluer la situation et les travaux nécessaires pour prendre la décision appropriée par rapport aux travaux. Toutefois, si l'installation doit d'abord comprendre des travaux d'électricité, d'autres fils ou d'autres choses comme l'accès au plafond, vous voulez vous assurer de faire ces évaluations de façon appropriée. Pour certains éléments, comme les climatiseurs de fenêtres, la plupart des gens penseront automatiquement que c'est assez simple. C'est une activité de type A, qui ne nécessite pas beaucoup de surveillance. Mais, en réalité, elle pourrait impliquer plus de choses. Ainsi, pour installer un climatiseur de fenêtre, vous devrez peut-être mettre à niveau l'alimentation électrique ou modifier les fenêtres pour convenir au climatiseur. En raison de ce travail supplémentaire, pour s'adapter au plan initial, la portée des travaux pourrait être plus importante que prévu. C'est courant pour beaucoup de projets de CREA. L'évaluation des projets de CREA en tenant compte de ces 2 facteurs est très utile et permet de tenir compte de l'étendue du projet et de son impact global. Diapositive suivante. Voici la grille que j'ai mentionnée, l'outil d'évaluation du risque d'infection ou ERI.
Les groupes de risque figurent dans la marge de gauche du tableau et le type d'activité de CREA se trouve en haut. Les mesures préventives ou MP figurent dans le tableau et vont de 1 à 4, mais elles peuvent être une combinaison comme on le voit ici. Une fois le numéro de la MP généré, le niveau de prévention requis est défini dans un document de référence. Il décrit l'équipement et les barrières en cause, les stratégies de confinement requises et toute autre considération pertinente qu'il faut mettre en place. Chaque mesure s'appuie sur une autre. Ainsi, lorsqu'une évaluation indique qu'un niveau de MP de 4 est requis, cela signifie que tous les autres niveaux sont aussi requis. Donc, si vous avez besoin de MP de niveau 2, vous devez vous conformer aux exigences de niveau 1 et de niveau 2, et ainsi de suite. Un rappel que la population de soins de longue durée ou la population gériatrique fait partie du groupe de risque 3. C'est le groupe 3 dans la colonne de gauche. En suivant la ligne, on voit qu'une grande partie du travail effectué dans les soins de longue durée est relativement à risque élevé, ce qui est logique vu la population dans ce contexte. Diapositive suivante. Pour identifier les exigences spécifiques, le tableau que nous venons d'examiner générera les niveaux de MP de 1 à 4. Ces niveaux pourraient être mentionnés dans divers documents. La ressource à droite provient de l'Agence de la santé publique du Canada. Elle traite de la construction et des établissements de soins de santé et fournit une liste de mesures précises. L'image de droite est un exemple. Elle examine la mesure préventive 3. Ces documents abordent entre autres l'élimination de la poussière, les exigences de ventilation, l'élimination des débris et le nettoyage. Ils indiquent aussi des exigences particulières. Ainsi, lorsqu'une mesure préventive de niveau 3 est requise, les mesures 1 et 3 sont aussi requises, ainsi qu'une combinaison de ressources. Diapositive suivante. Parfait. On a examiné les éléments de base de CREA et de la PCI ainsi que l'outil d'évaluation du risque d'infection. Examinons maintenant certains éléments clés de la pratique, des éléments à prendre en compte pour que votre projet tienne compte de toutes ces variables et se déroule bien. Diapositive suivante. Comme mentionné, la section de CREA du site Web de Santé publique Ontario contient un grand nombre de ressources. Il y a des listes de contrôle et de présentation. Tout pour vous aider dans les différentes étapes du projet. Les prochaines diapositives présentent certains des éléments clés, dont la hausse progressive de la portée. Souvent, lorsqu'un projet est lancé, il ne tient pas compte de beaucoup de variables, d'où l'importance d'avoir un grand groupe à la table. Le projet tend à devenir plus complexe avec le temps. C'est pourquoi la planification initiale peut ne pas l'accompagner ou en tenir compte, ce qui rend l'évaluation continue du risque connexe d'autant plus critique. Il faut aussi garder à l'esprit le confinement. Cela fait référence à la barrière physique entre les travaux et la zone touchée à proximité. C'est quelque chose qui serait décrit dans l'une de ces catégories de mesures préventives. Ce serait un élément à considérer. Il faut s'assurer que le confinement reste en place. Comme vous pouvez l'imaginer, selon la portée, la nature et la durée des travaux, le confinement pourrait être perturbé. Même si vous mettez des barrières pour contenir le travail, si le projet dure des semaines ou des mois, ce confinement peut être compromis avec le temps. Vous voulez donc vous assurer qu'il tient toujours et qu'il fait encore ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire contenir la poussière et les débris dans l'espace de travail. La question des espaces désignés est liée au confinement. Les entrepreneurs peuvent devoir travailler à l'extérieur des espaces considérés comme le chantier de construction afin de faire des raccordements, de faire passer des câbles ou de s'assurer que l'espace en construction est intégré au reste du bâtiment. Vous voulez donc vous assurer d'en être conscient lorsque cette étape se produit et de savoir comment le tout sera contenu pour les travaux effectués à l'extérieur des espaces désignés. Diapositive suivante. Il y a des questions et des problèmes courants. Il faut tenir compte de la circulation. Comment l'entrepreneur entre-t-il dans l'espace et en sort-il? Comment les débris sont-ils enlevés?
Vous ne voulez pas passer par une salle à manger ou des espaces critiques pour accomplir ces tâches parce qu'elles sont confinées, mais potentiellement sales. Le nettoyage est un autre défi. Qui nettoiera quoi? Les entrepreneurs devront-ils nettoyer l'espace qu'ils occupent ou les environs du chantier de construction? Ou bien ce sera le personnel des installations et de l'environnement? À mesure que le projet progresse, les impacts peuvent être vastes, y compris les systèmes électriques et de CVC. Donna a mentionné certains impacts possibles de ces projets, qui vont au-delà des environs immédiats où les travaux sont effectués. Il est important d'en tenir compte et de mettre en place des solutions de rechange. Par exemple, si le système CVC doit être mis hors service, comment gardera-t-on les résidents au frais? Si on utilise des ventilateurs, y a-t-il de bonnes directives pour le personnel sur leur utilisation acceptable et les exigences de nettoyage et de désinfection? Pour ce qui est des ventilateurs et autres appareils portatifs connexes, SPO a des ressources que vous pouvez consulter et qui fournissent des conseils sur la façon de s'assurer d'utiliser ces dispositifs de façon sécuritaire. Mais c'est certainement quelque chose à considérer. Comme pour les projets de CREA, beaucoup de personnes et d'organisations y participeront. Cela inclut les municipalités pour les permis de construction, peut-être l'Office de la sécurité des installations électriques. Mais d'autres pourraient aussi avoir besoin d'être avisés. Il faudrait aviser Santé publique, par exemple, des interruptions d'eau dans les établissements de soins de longue durée, entre autres. Il est donc important de se tenir au courant des exigences. Diapositive suivante. Pour assurer la sécurité des résidents, du personnel et des visiteurs, vous devez aussi tenir compte des défis uniques des foyers de soins de longue durée, y compris les résidents qui errent ou qui cherchent une sortie et les problèmes de mobilité. Un rappel que les entrepreneurs n'ont pas forcément de l'expérience dans le domaine des soins de santé. Il est donc important de transmettre cette information. Bien sûr, il faut éduquer les entrepreneurs et présenter les attentes du côté de la construction. Mais il faut aussi s'assurer que les entrepreneurs sont au courant des stratégies de contrôle des infections, y compris l'hygiène des mains et d'autres éléments, et les informer des risques, par exemple, des zones désignées que les résidents errants pourraient occuper. Vous voulez vous assurer que l'activité de CREA ne présente pas de risque d'infection et que les mesures mises en œuvre pour atténuer ces risques ne créent pas de nouveaux défis supplémentaires. Par exemple, l'une des nombreuses stratégies pour atténuer la poussière provenant des chantiers de construction est l'utilisation de tapis adhésifs détachables. Ceux-ci sont placés à la porte de sortie du chantier de construction afin que toute poussière ou débris résiduel soit retiré des chaussures ou des bottes des entrepreneurs dans ces espaces. Il faut donc s'assurer que ces tapis sont là. Toutefois, vu les problèmes de mobilité de certains résidents, le fait d'avoir ces tapis collants juste à l'extérieur de la porte pourrait faire en sorte que les résidents eux-mêmes s'y collent. Ils peuvent aussi présenter un risque de trébuchement. Dans les établissements de soins de longue durée, souvent, la solution consiste à placer ces tapis collants immédiatement dans la zone de confinement, l'antichambre, par exemple. Ainsi, vous évitez le risque de trébuchement qui pourrait être généré. Il faut garder cela à l'esprit. Souvent, certains défis uniques ne sont pas évidents. C'est pourquoi la participation d'un large éventail de parties prenantes est en fait très importante dans la planification. Parce que vous voulez vous assurer que tous les gens des services environnementaux, des installations et du leadership sont à la table, parce qu'ils ont peut-être des considérations auxquelles d'autres ne pensent pas. Le fait d'avoir une idée aussi vaste des répercussions du projet garantira la réussite du projet. Diapositive suivante. Parfait. Quelques points sur les stratégies clés pour réussir. D'autres stratégies clés consistent à définir clairement les attentes avec les entrepreneurs. L'évaluation des risques permet de le faire. Bien sûr, vous allez décrire les mesures préventives qui doivent être mises en œuvre. Il est aussi important de veiller à ce que les entrepreneurs en soient pleinement conscients. Tout manquement nécessite une rétroaction et une résolution immédiate. S'il y a lieu, il faudra mettre en œuvre des arrêts de travail pour s'assurer que les risques sont atténués et que le risque est pris en compte et que les travaux peuvent commencer en toute sécurité.
En veillant à ce que le personnel de l'installation soit au courant des travaux et des attentes, on s'assure aussi que chaque personne participe au processus de surveillance. Cela comprend le personnel de première ligne et des services environnementaux. Tout le monde devrait savoir quelles sont les attentes, de sorte que s'il y a des manquements, ils peuvent être corrigés et mis en lumière. En assurant la liaison avec le personnel de nettoyage, par exemple, vous saurez si le confinement fonctionne ou si les entrepreneurs n'utilisent pas bien leur tapis collant, ou bien s'ils n'enlèvent pas la poussière et les débris d'eux-mêmes à l'aide d'un aspirateur à la sortie des lieux de travail. Les plaintes sont une source de rétroaction. Il est préférable d'établir les attentes et de vérifier la conformité avant tout problème de ce genre afin d'atténuer tout risque qui pourrait découler de tels manquements. Diapositive suivante. Merci. La planification des activités de CREA peut être un processus très complexe. Surtout pendant la pandémie, la demande est beaucoup plus forte. Les installations doivent s'assurer de consulter les directives ministérielles actuelles. Il y a des changements à la deuxième étape. Vous devez être au courant de ce qui se passe afin de mieux guider les entrepreneurs qui accèdent à vos installations. Consultez les autorités locales de santé publique pour obtenir des conseils sur la situation et les restrictions actuelles et toute exigence potentielle avant que ces entrepreneurs n'entrent dans votre établissement. Il faut tenir compte de l'accès. Il faut s'assurer que tout le monde entre dans l'installation par les espaces désignés. Ainsi, les entrepreneurs sont dépistés pour les symptômes et d'autres entrepreneurs n'entrent pas par d'autres voies. Il est toujours possible que, lorsque les entrepreneurs sont en place, ils aient accès à des quais de chargement et à des postes de chargement arrière. Vous ne voudriez donc pas que d'autres entrepreneurs ou sous-traitants entrent par des endroits non désignés où ils évitent le dépistage. Vous voulez vous assurer de savoir qui se trouve dans l'établissement pour diverses raisons. Évidemment, le dépistage en est une. La recherche des contacts. Vous voulez vous assurer d'avoir une bonne idée de ce qui se passe de ce point de vue. Le port du masque et l'hygiène des mains sont d'autres considérations. Elles justifient une formation PCI pour les équipes qui arrivent et l'examen des pratiques tout au long de la vérification. Il y a des attentes liées à l'hygiène des mains et au port du masque, surtout si l'équipe doit traverser l'aire commune. Idéalement, le chantier de construction est orienté vers l'extérieur et permet aux entrepreneurs d'entrer directement de l'extérieur. Souvent, ce n'est pas réaliste s'il s'agit d'un étage plus élevé ou d'un endroit interne. Il faudrait donc que les entrepreneurs utilisent les couloirs. Ils doivent donc bien comprendre les exigences liées au port du masque et à l'hygiène des mains. Il faut aussi installer des postes d'EPI à l'extérieur du chantier de construction. Lorsque les entrepreneurs ont terminé le travail dans leur espace et qu'ils retournent dans l'aire commune où les résidents peuvent se promener dans les couloirs, vous voulez vous assurer que ces entrepreneurs ont un masque propre et se lavent les mains avant de rejoindre la population générale afin d'éviter tout risque d'infection. La vérification est très importante pour la conformité avec les activités de construction, ainsi que l'utilisation de l'EPI et l'hygiène des mains. Vous voulez garder à l'esprit tous ces éléments. Diapositive suivante. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Les multiples parties prenantes enrichissent la conversation. Il est très important de planifier en vue des écueils potentiels et d'établir un calendrier flexible de projet. Il faut avoir la capacité de pivoter. Si une éclosion est déclarée, que se passerait-il? L'ensemble des travaux sera-t-il retardé ou un entrepreneur aura-t-il un plan B pour de telles éventualités? Ou il pourrait travailler ailleurs, sans retarder le projet et s'assurer qu'il respecte toujours la date d'achèvement prévue? Il pourrait aussi y avoir des éclosions au sein de l'équipe. Il y a eu des éclosions sur les chantiers de construction. Le ministère du Travail et les bureaux de santé publique donnent aussi des directives à cet égard. Il faut en tenir compte pour que le projet se termine à temps. Et pour s'efforcer de réduire les interactions entre les équipes de travail et la population du foyer, il faut aussi tenir compte de choses comme les pauses repas. Où se dérouleront-elles? L'accès aux zones fumeurs ou aux toilettes. L'entreposage est toujours un facteur important. Où les outils ou autres articles pour la mise en chantier du projet seront-ils entreposés? Et si un camion apporte 50 climatiseurs, où seront-ils entreposés et les entrepreneurs auront-ils accès à ces espaces?
Il faut donc tenir compte de tous ces facteurs pour éviter les écueils et les pièges potentiels. Diapositive suivante. On a couvert beaucoup des éléments de base, y compris certaines stratégies pour assurer la réussite des projets. Examinons quelques exemples de projets, juste pour rappeler certains points clés. Diapositive suivante. Le premier exemple est la mise à niveau du système de climatisation. Il y a une forte pression pour assurer le refroidissement dans les foyers de soins de longue durée. Avant de commencer, il serait bon de répondre à quelques questions de sondage pour avoir une idée de l'état actuel de la climatisation dans vos installations, ainsi que des plans d'amélioration et de mise à niveau. Première question. Prévoyez-vous mettre à niveau ou installer la climatisation dans votre établissement? J'attends les résultats. Parfait. Donc, environ moitié-moitié. Je suppose donc que soit les systèmes sont déjà en place, soit vous ne mettez pas à niveau vos systèmes, soit votre foyer n'en a pas la capacité. On a mentionné tantôt qu'il y a toute une question d'infrastructure et de compatibilité. L'installation de climatiseurs de fenêtres semble très facile, mais si ça exige beaucoup de travail en arrière-plan pour être faisable, alors ce n'est certainement pas une option pour beaucoup d'endroits. Voici la deuxième question. Si oui, avez-vous fait évaluer votre établissement pour déterminer la capacité et les besoins du système? Ce qui nous amène au commentaire que je viens de faire, à savoir si votre foyer est en mesure de faire les mises à niveau proposées. Beaucoup font des évaluations, ce qui est excellent parce que c'est vraiment important et essentiel à l'étape de la planification des travaux. Parce que vous voulez savoir avec quoi vous travaillez, quelle est la portée des travaux du projet pour voir ce qui est faisable, dans quelle mesure vous pourriez climatiser l'installation et quel type d'activité de construction serait impliqué. Il est vraiment important d'obtenir ces informations. Et voici la troisième question. Si vous avez fait évaluer votre établissement, quels problèmes ont été identifiés, le cas échéant? Les choix de réponse sont aucun problème, problème de capacité du système électrique, trop petites ouvertures de fenêtres. Certains problèmes ont des solutions. Par exemple, certaines unités peuvent être ventilées par de plus petites ouvertures de fenêtres. Mais beaucoup des problèmes peuvent nécessiter l'utilisation de réservoirs pour capter le condensat, ce qui nous oblige à gérer l'eau stagnante dans la pièce. Il y a donc beaucoup de problèmes possibles avec ces solutions de rechange. La moitié des foyers ne semblent pas avoir de problème, ce qui est bien. Mais cela signifie que l'autre moitié a des problèmes. Défectuosité électrique, ouverture de fenêtres, problèmes d'aménagement. Ce sont des facteurs à prendre en compte. Il peut y avoir beaucoup de travail à faire pour lancer ces projets. Ou peut-être que rien ne se passe simplement parce que le coût est prohibitif ou que le projet est trop complexe et qu'on ne peut pas en réaliser la portée avec l'occupation actuelle, par exemple. Dernière question. Si vous ne pouvez pas procéder à la mise à niveau des systèmes de climatisation, quels sont vos plans? Climatiser les aires communes seulement, reporter à une autre année, utiliser des ventilateurs ou autres. On ouvre le clavardage pour la réponse « Autre ». Vous pouvez entrer ce que ça signifie. Je vois dans la section « Autre » la capacité des refroidisseurs des conduits.
Dans l'ensemble, on conditionne seulement les aires communes. Beaucoup des foyers considèrent que c'est la seule option. Travailler dans les aires communes pour installer des climatiseurs a évidemment un impact. Seules les aires communes sont mises hors service pour y travailler. Et bien sûr, l'espace est ouvert. Les travaux ne sont pas confinés à une seule pièce. Reportés à une autre année, environ 19 utilisent des ventilateurs. Il faut s'assurer d'avoir en place des politiques et protocoles sur l'utilisation sécuritaire de ces appareils portatifs. SPO offre des ressources à consulter pour veiller à ce que cela se fasse en toute sécurité. Je vérifie rapidement le clavardage pour voir s'il y a autre chose. C'est bien, parfait. D'accord. Comme mentionné, les petits projets ont tendance à prendre de l'ampleur, car leur portée est souvent sous-estimée. Cela a de nombreuses répercussions, comme les coûts et le temps de réalisation. Évidemment, le risque d'infection est un autre facteur important. Il est essentiel que la PCI participe à toutes les étapes de créa. La liste de contrôle du PPI de SPO est une très bonne ressource. Elle est très complète. Et c'est un bon guide pour indiquer au PPI ce qu'il faut aborder. Et comme on peut le constater avec le projet, par exemple, la planification de ces travaux est potentiellement très complexe et doit tenir compte des travaux réels. Diapositive suivante. Voici certains facteurs à prendre en compte que nous avons mentionnés dans certaines des questions de sondage. Faudra-t-il effectuer des mises hors service? Quelle est la nature des travaux proposés? Il faut examiner ces éléments pour s'assurer que les travaux sont effectués en toute sécurité et qu'ils tiennent compte de tous ces éléments. La planification est très importante et la participation des parties prenantes est essentielle. Diapositive suivante. Notre deuxième exemple concerne la directive 3 du ministère. Comme Donna l'a mentionné, il faut éliminer par attrition les chambres de 3 et 4 lits une fois qu'elles sont libérées. La créa est très vaste, comme mentionné. Toutes les activités connexes, même si elles semblent insignifiantes, doivent être examinées dans l'optique de la PCI. L'établissement peut donc utiliser une approche simple pour faire face à cette éventualité de l'élimination de lits. Par exemple, ne pas combler ces places une fois qu'elles sont libérées. Reconfigurer la chambre pour maximiser l'espace entre les résidents qui restent. L'autre option, si les ressources le permettent, serait de restructurer et de reconfigurer la salle, si la taille est suffisante, pour éviter une réduction importante de l'occupation. Peu importe l'approche, la planification est très importante, parce qu'on veut s'assurer que l'espace demeure fonctionnel et qu'il répond à toutes les exigences des normes de la CSA. De simples changements peuvent suffire pour s'assurer que le personnel place toujours les produits d'hygiène des mains au point de soin et pour maintenir la circulation générale et la sécurité de la salle. Mais s'il y a des changements importants comme la construction de murs, il faut respecter les exigences de la CSA en matière d'espacement, d'aménagement et de CVC. Ça semble assez simple, mais j'ai participé à divers projets et j'ai constaté que beaucoup de problèmes sont survenus lorsque des facteurs n'avaient pas été pris en compte. On érige des murs sans tenir compte de la distribution du CVC. Ainsi, certaines salles ont toutes les gaines d'alimentation d'air, tandis que d'autres n'ont que le retour d'air, ce qui affecte la ventilation dans ces espaces. Des entrepreneurs avec qui j'ai travaillé ont monté ou démonté des murs et recouvert ou éliminé des interrupteurs. Les interrupteurs restent donc allumés en permanence sans qu'on puisse les éteindre. Même si ça semble impossible, ce n'est manifestement pas le cas et il faut en tenir compte lorsqu'on entreprend ces projets. Il faut donc prendre en compte ces décisions. Diapositive suivante. Les deux prochaines diapositives énumèrent toutes les références et les ressources clés fournies par Santé publique Ontario et, bien sûr, par la CSA et d'autres. Toutes ces choses vous aideront à gérer les projets de créa et à vous assurer qu'ils sont réalisés en toute sécurité,
dans les délais impartis et, espérons-le, sans incidence sur le contrôle des infections. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter. Revenons maintenant à Boise. Merci beaucoup, Darius et Donna. C'était très intéressant. Passons maintenant à une période de questions pour répondre à certaines de vos questions. Veuillez continuer à entrer vos questions si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voyons ce que nous avons. Il y a plusieurs questions sur la disponibilité de la présentation et de l'enregistrement. Je vais regrouper ces questions en une seule réponse. Dans quelques semaines, nous afficherons la présentation et l'enregistrement de cette séance sur notre site Web. Et c'est indiqué dans la section des réponses de la fenêtre de questions. Vous pouvez le voir. Ainsi, c'est une réponse commune à toutes ces questions. Et la prochaine question vient de Joanne. Est-ce que l'inspecteur du Bureau de santé publique local participe à tous les projets de construction dès le départ, ainsi que les inspecteurs municipaux? Donna, pouvez-vous répondre à cette question? D'après mon expérience, non. À moins qu'il y ait une éclosion ou qu'un agent infectieux ait été identifié. Dans ce cas, l'inspecteur de la santé peut vérifier auprès du foyer et le visiter en cas d'aspergillus ou de Legionella. Mais le ministère du Travail a des inspecteurs qui sont formés jusqu'à un certain point sur le contrôle des infections. Et je sais donc qu'ils sont allés sur place et qu'ils ont mis en place des mesures ou exigé la mise en place de mesures. Mais d'après mon expérience personnelle, les inspecteurs de la santé n'ont pas fait d'inspection sur place pour la construction. Darius, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr. Cela varie en fonction de la portée. J'ai mentionné dans ma présentation qu'il y a une obligation d'aviser la santé publique des coupures d'eau. Il y a aussi la question du règlement sur les dépôts alimentaires. Le foyer a une cuisine, de sorte que si des travaux sont effectués dans la cuisine, il faut en aviser la santé publique et les services d'incendie. Sinon, les travaux effectués dans le foyer pendant cette période sont la principale préoccupation. Bien sûr, avec la COVID-19, vous voulez vous assurer de mettre en place toutes les lignes directrices et recommandations actuelles de la santé publique et d'être au courant des exigences les plus récentes du Bureau de santé publique. Ainsi, vous veillez à ce que les travaux soient effectués en toute sécurité. D'accord, merci. Il y a une question de Madeleine. Dans le cas des petites installations, il serait bon que les entreprises de construction s'assurent que les travailleurs reçoivent la formation appropriée en matière de PCI à l'avance et que l'établissement les oriente vers les particularités du site. Pouvez-vous recommander des ressources vers lesquelles nous pouvons diriger les entreprises vers une formation externe en PCI et en CREA? Il y a plusieurs organisations qui forment des entrepreneurs. Les activités de CREA comportent de nombreux aspects. Il y a de la formation sur l'élimination des moisissures et sur la sécurité générale de la construction du point de vue des soins de santé. Il est difficile de toutes les énumérer. Nous pourrions certainement fournir des ressources sur ce qui existe et peut être disponible, y compris à PCI Canada. Mais dans l'ensemble, comme l'a mentionné Madeleine, lorsque vous faites affaire avec des entrepreneurs, et ce n'est pas toujours faisable, c'est une bonne idée de demander dans l'appel d'offres du projet qu'il y ait une formation en place. Ceci vérifie simplement que les entrepreneurs tiennent compte de la sécurité des soins de santé dans l'exécution de leurs travaux et qu'ils ont suivi un cours de formation quelconque pour bien connaître la construction dans ces contextes. D'accord.
Merci. Je ne sais pas si on peut aborder cette question. Essayons rapidement. Pourquoi est-ce que le ministère exige l'élimination des chambres de 3 ou 4 lits? Bien sûr, je suppose que la décision du ministère repose sur certains éléments. Cela dépend en grande partie des exigences d'espacement. Je pense que l'éclosion de COVID-19 nous a montré que ces espaces ont tendance à avoir des taux d'infection plus élevés en raison de la proximité immédiate entre les lits. C'est une des raisons. Mais comme cette décision relève du ministère, il serait donc préférable qu'il y réponde. Merci. Quand sera la prochaine séance d'éducation pour le secteur des soins actifs? Nous ne le savons pas pour l'instant. Prochaine question. Pouvez-vous donner des exemples de construction, d'infection, de surveillance? Est-il préférable d'être actif ou passif? Cela ferait partie de votre stratégie de surveillance globale. Tous les établissements de soins de santé devraient avoir un programme de surveillance active des infections qui comprend des éléments actifs et passifs. Mais vous voulez vous assurer de l'élargir pour tenir compte de tout ce qui a trait à la construction. L'essentiel pour les infections liées à la construction, comme Donald l'a mentionné, c'est que beaucoup de ces infections peuvent être retardées, ce qui est le cas de beaucoup d'infections fongiques. Au moment où les infections surviennent, les travaux peuvent être terminés. Les entrepreneurs sont partis depuis longtemps. Il faut donc s'assurer d'encadrer l'infection en fonction du moment, du lieu, des travaux et des résultats microbiologiques pour voir s'il y a un lien possible. Mais je dirais que les approches passives et actives sont idéales pour vous assurer de saisir tout ce qui peut être en train de se préparer. D'accord, merci beaucoup. Notre temps est presque écoulé. Donc, veuillez continuer et envoyer. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. La dernière diapositive a été partagée avec vous. Il s'agit des coordonnées des bureaux régionaux de SPO pour répondre à vos questions relatives à la PCI. Pour conclure la séance d'aujourd'hui, je veux remercier Donna et Darius pour leur présentation. Veuillez envoyer vos questions aux personnes ressources comme je l'ai fait. Comme je l'ai dit, je veux aussi remercier tous ceux et celles qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui. C'est formidable de voir une aussi forte participation virtuelle pendant une période aussi difficile pour nous tous et pour les professionnels de la santé en particulier. Pour accéder aux présentations antérieures et confirmer les séances à venir, veuillez consulter le site web de SPO. Rendez-vous à Formations et événements et cliquez sur Présentation. Enfin, vous recevrez sous peu un court sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer notre programmation. Merci beaucoup et bonne journée.